Alors, il s'agit dans cette communication de montrer que le fait de restaurer la place des enseignants dans les processus de production des connaissances scientifiques apporterait des bénéfices sur les plans professionnels, humains, mais également politiques et scientifiques. Les scientifiques soucieux de l'utilité sociale des connaissances qu'ils produisent répondent à la demande publique et aux sollicitations des acteurs politiques. Ils contribuent ainsi à la construction des politiques d'éducation. Mais les processus de construction des connaissances retenus par les scientifiques n'attribuent pas toujours une place digne de ce nom aux enseignants. Cette mise à l'écart des enseignants est alors lourde de conséquences sur les plans professionnels, humains et scientifiques, mais également politiques. Je vais procéder en trois temps. Dans un premier temps, je vais montrer que les usages de la science en politique, mais également une certaine conception de la science, ont contribué à produire cette mise à l'écart. Dans un second temps, j'essaierai de mettre en lumière quelques conséquences majeures de cette mise à l'écart. Et dans un troisième temps, j'évoquerai quelques-unes des conséquences, quelques-unes des conditions qui permettraient aux scientifiques de prendre davantage la parole des enseignants en rappelant les bénéfices qu'en tireraient leurs travaux. Alors, un certain usage de la science en politique conduit à des décisions condescendantes. En témoigne, par exemple, ce guide pour le plan français à destination des pilotes et référents en académie, un guide produit par le ministère en 2020. Ce que nous dit ce guide, c'est qu'il est fondé sur des travaux scientifiques, mais que les enseignants sont insuffisamment au courant et sont insuffisamment prennent insuffisamment en compte les apports théoriques fondés sur l'état le plus récent et validé de la recherche. Alors, d'une certaine manière, si les politiques eux-mêmes considèrent que la science n'est pas suffisamment connue, les productions scientifiques ne sont pas suffisamment connues par les enseignants, la science elle-même, bien souvent, met à l'écart la parole et l'expérience des enseignants pour produire des connaissances. C'est la fameuse rupture épistémologique qu'a évoqué Bachelard, mais aussi qu'ont évoqué Bourdieu, Champbaudron et Passeron. Pour le dire de manière à peine caricaturale, la science se construit contre le sens commun et le sens pratique, mais elle s'impose aux praticiens. Alors, ceci n'est pas sans conséquence, puisque cette mise à l'écart de la parole et de l'expérience des enseignants a des conséquences dans plusieurs dimensions. La première conséquence néfaste de cette non prise en compte de la parole des enseignants, c'est une atteinte portée à l'autonomie de la profession. Pourquoi? Parce que, je vais vite, mais une profession est d'autant plus reconnue comme telle qu'elle maîtrise les savoirs qui fondent son activité. Or, quand les connaissances sont produites à l'écart des enseignants, ils n'ont pas la maîtrise de ces connaissances. Ensuite, il y a une atteinte qui est portée à l'individu, parce que c'est difficile de distinguer l'individu du professionnel. Et il y a une souffrance au travail qui résulte de cette mise à l'écart des enseignants, notamment à cause de la perte du sens qu'ils donnent à leur travail. Troisième atteinte, troisième conséquence de cette mise à l'écart des enseignants, c'est une certaine atteinte portée à la démocratie. Bon, Suppiot, qui est un juriste du Collège de France, l'a montré que, par exemple, la gouvernance par les nombres, qui a connu ses heures de gloire dans les politiques d'éducation, est une atteinte, d'une certaine manière, à la démocratie, puisqu'elle renforce la dimension technocratique du pouvoir.
Il y a aussi euh, une atteinte à la démocratie dans le sens où euh, on demande toujours aux citoyens de se former, d'avoir une intelligence publique des sciences. Mais ce que Stengers explique, c'est que euh, ce serait bien de développer l'esprit critique des citoyens. Et d'autant plus qu'elle le montre avec les OGM que les connaissances scientifiques ne s'imposent pas aux citoyens. Par exemple, pour justifier la production d'OGM, je passe à un autre champ, on a fait appel à des généticiens. Mais qu'est-ce que les généticiens pouvaient justifier d'utilisation des OGM en plein champ? Qu'est-ce qu'ils connaissaient des conséquences économiques et des conséquences sociales de l'usage de ces OGM? Donc on le voit, cette volonté de faire en sorte que les citoyens aient une intelligence publique des sciences est d'une certaine manière une atteinte portée à la démocratie. Alors, les sciences d'éducation gagneraient beaucoup à écouter les enseignants. Parce que en les écoutant, elles prendraient en compte de manière plus importante la complexité du monde et des processus de l'éducation. Parce que ce qui se passe quand on produit des connaissances, il se met en œuvre un processus de laboratisation. C'est selon l'expression de Calon, Latour et Barthes, les scientifiques réduisent la complexité du macrocosme en général. En la réduisant, ils soumettent leur objet d'étude à des normes, à des règles méthodologiques, et puis une fois qu'ils ont produit des connaissances, c'est le retour vers le grand monde. Ces connaissances vont diffuser dans l'environnement social, là en matière d'éducation, dans le domaine de l'éducation, et ces connaissances vont s'imposer. Alors, on a affaire à ce qu'on appelle des savoirs confinés. Des savoirs confinés, et ces savoirs confinés, construits de manière confinée, vont apparaître comme des problèmes naturels qu'il va falloir résoudre. Pour autant, ce qu'il faut savoir, c'est que les problèmes n'ont pas d'existence spontanée, ils sont une construction. Or, cette construction, quand elle n'est faite que dans le cadre du laboratoire, elle pose des problèmes qui sont propres à ceux qui travaillent dans ce laboratoire, et ce ne sont pas nécessairement les problèmes des enseignants. Alors, il y aurait des bénéfices deux types de bénéfices à une plus grande écoute des enseignants. Tout d'abord, les bénéfices pourraient s'observer d'un point de vue des connaissances scientifiques. Les connaissances scientifiques qui ont été produites par la science jusqu'à maintenant n'ont pas fait des miracles dès lors qu'on les a utilisées pour justifier ou cautionner des politiques d'éducation. De ce fait, peut-être qu'en renouvelant les modalités de production des connaissances, on enrichirait cette prise en compte du monde réel de l'éducation. Alors, cela aurait un autre type d'avantage. La contribution des enseignants à la construction des problèmes relatifs à l'éducation serait sans aucun doute de nature à susciter leur adhésion aux décisions politiques censées permettre de résoudre ces problèmes. On a vu que des problèmes posés sans les enseignants font que lorsqu'on demande à ces enseignants de résoudre ces problèmes, eh bien ces enseignants résistent puisque ces problèmes ne les concernent pas. Alors, deux sociologues ont déjà proposé cette invitation à mieux écouter les enquêtés, Bourdieu, Dubay. Bourdieu inclinait à faire sien les problèmes de l'enquêté. Dubay a lui aussi largement valorisé la prise en compte des acteurs dans les processus de production des connaissances. Et puis, il y a la TACD aussi, bon, celle qui nous concerne tous ici dans ce colloque, que j'ai découvert récemment.
Notamment les ingénieries coopératives et l'idée clinique de l'éducation, ce sont des, des modalités de production de connaissances et de formation qui sont très soucieuses de, de prendre en compte cette parole des enseignants. Alors, il y a un virage à ne pas manquer là, pour les sciences d'éducation. Si pendant très longtemps les sciences d'éducation avaient besoin de montrer tous les signes ostentatoires d'une science objective, et donc il fallait insister sur cette rupture épistémologique, il semble qu'actuellement, il y a des opportunités qui se dégagent pour fonctionner de manière un petit peu différemment. Pourquoi il y a des opportunités? Parce que la technocratie, sous-tendue par une idéologie néolibérale, est devenue envahissante et contrôle les enseignants. Et puis, dans de nombreux domaines scientifiques, on voit des approches compréhensives qui semblent avoir le vent en poupe. Hein. En aménagement du territoire, en sciences d'environnement, on voit ce que sont les apports de ces approches compréhensives. Et même la prestigieuse revue Nature, dans un édito de 2018, a expliqué que la meilleure recherche était produite quand les chercheurs et les profanes travaillaient ensemble pour produire des connaissances.